Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle émission Le Micro du Soir. C'est la dernière avant la pause estivale. Et pour ce dernier entretien, nous recevons Stéphane Meuret, français établi en Roumanie depuis 15 ans, directeur général de HRS, société spécialisée dans les ressources humaines et les fonds européens. Stéphane Meuret est également président d'Access for All, ONG sur l'accessibilité au marché du travail. Stéphane Meuret, bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci d'être ici avec nous au studio de RFI. Alors, nous allons surtout parler avec vous de ressources humaines, mais aussi en fin d'émission, et j'espère que nous aurons le temps, de l'une de vos passions, et je n'en dirai pas plus pour l'instant. Première question concernant les ressources humaines. Entités privées et publiques se plaignent depuis des années de la difficulté récurrente à trouver du personnel en Roumanie, qualifié et non qualifiés. Les choses, selon vous, sont-elles en train de changer, d'évoluer plus positivement? C'est très difficile et ça va rester très difficile. Il y a des motifs structurels en Roumanie qui font que les ressources se raréfient, toute forme de ressources. Et il y a des motifs conjoncturels qui font qu'avec des ruptures qui existent sur les marchés actuellement et dans les sociétés, il y a une visibilité à très court terme qui est en train de s'estomper pour les entreprises. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur les professions les plus ouvrières, on va dire, de la chaîne marchande? La Roumanie a ouvert énormément de visas pour que des publics internationaux viennent prendre des postes qui ne trouvent pas preneurs, dans la restauration, dans l'horeca, dans la construction. A fait également des facilités fiscales pour ce type de poste, pour pouvoir aussi prendre chez des personnes roumaines, pour favoriser les entreprises à créer des emplois. On voit que ça a apporté un petit peu ses fruits, puisque le marché de l'emploi a embauché tout ce qui était disponible. Mais on a différents problèmes. Alors c'est vrai que vous parliez du public et du privé, c'est très différent. Il n'y a pas un écosystème, il y a des écosystèmes. Le public a énormément monté les salaires, les primes il y a quelques années. Ça a produit une distorsion sur le marché du travail. Beaucoup de personnes, le risque n'était pas payé dans le privé, puisque le salaire n'était finalement pas supérieur dans beaucoup de domaines par rapport au public. Et donc, le capitalisme a fait quoi? Fait que ça a créé un appel d'air pour le public et énormément de Roumains qualifiés dans divers métiers financiers, métiers administratifs ont été vers le public. Essayons de travailler à côté pour aussi avoir une société ou faire des choses, mais en tout cas travailler pour le public. C'était le summum de travailler pour une entité publique il y a quelques années. Aujourd'hui, ça ne l'est plus parce qu'on arrive avec la période de Covid à un endettement très fort au niveau de la Roumanie. On voit que la Roumanie emprunte sur les marchés 10-12%, on voit des bandes qui sont émises qui ne trouvent pas preneurs. Donc on voit une situation qui fait que l'État va devoir monter les taxes, va pas pouvoir augmenter les salaires indéfiniment, même si l'inflation est très très forte, comme vous avez pu le constater. Donc il y a un effet ciseau qui fait que le marché du travail va rester tendu, une grosse tension. Je pense que les gros paramètres sont le non-retour à l'emploi d'une population jeune qui a été maintenue avec le Covid dans du travail à domicile, ou une population qui pouvait se permettre de travailler à domicile, comme la population des ITistes. Il reste dans l'emploi, mais c'est un emploi à distance. C'est un emploi à distance, exactement. Il y a quelques années, on a fait ça, et c'est très difficile de revenir en arrière. Le quoi qu'il en coûte, dans différents pays qui a été fait en France, a été aussi assez difficile et dévastateur, parce que quand on commence à payer les personnes sans avoir d'objectif, on s'habitue à ce genre de pratique. Après, quand on revient dans un environnement plus contraint, c'est assez difficile. Qu'est-ce que vous dites par quoi qu'il en coûte? En France, on a quand même aidé les sociétés à soutenir leur masse salariale de manière systémique, sans, je disais toujours, c'est un détail précis, mais on aurait pu mettre un minimum en disant, voilà, on considère que, étant donné la pandémie, pour se nourrir convenablement, pour payer une situation convenable dans la société, il faut 1 500 €, 2 000 €. Je dis ça, ça va peut-être choquer les auditeurs, mais dans un milieu français, peut-être que c'était convenable. Et le reste relève du domaine de la négociation privée entre deux acteurs privés à un moment conjoncturel. Quelqu'un du domaine IT, par exemple, pourrait être payé jusqu'à 300 000 € par an en équivalent, s'il a une technicité qui est demandée à ce moment précis. Ça ne veut pas dire que son salaire vaut ça pendant 20 ans. Ça veut dire que ce salaire vaut ça à un moment donné. Et que l'État vienne et prenne en charge ça pendant une période de 2 ans, alors que ça crée une distorsion sur le marché, avec des masses financières qui sont énormes. On parle de 200 milliards, 300 milliards, 500 milliards, enfin on parle de cautions, de garanties ou alors de paiements qui sont très très importants. Donc ce marché du travail aujourd'hui est un petit peu affecté par ça.
Et les gros systèmes organiques, comme peut être un marché du travail avec de l'offre et de la demande, sont un petit peu bougés et ça entraîne un rééquilibrage qui est plus lent que ce qu'on pense. Ça n'arrive pas tout de suite. Le rééquilibrage aujourd'hui se fait dans la difficulté puisqu'une récession nous attend. On sait très bien qu'une récession nous attend en Europe. Elle a déjà commencé d'ailleurs, je pense. Et donc les profits des entreprises ne sont pas là. Les augmentations de salaire face à l'inflation ne seront probablement pas là, ou en tout cas de manière... Et en Roumanie, pardon, excusez-moi, je vous coupe, en Roumanie, je crois que le taux de croissance va être peut-être un petit peu plus meilleur que prévu, je crois jusqu'à 6%. Donc c'est, la crise, on ne la voit pas trop en Roumanie à terme, si. Non, il va y avoir une crise en Roumanie. Honnêtement, le taux de croissance ajusté, moi je pense que l'inflation est minorée. Je pense que les instituts qui vérifient l'inflation prennent en compte l'énergie, bien évidemment, qui est une grosse part du panier cette année, mais que l'inflation réelle que les personnes voient sur des domaines un peu plus du luxe, de l'hôtellerie par exemple, on l'a vu sur les voitures par exemple, il y a un problème de stock qui fait qu'on est contraint de prendre ce qui est là au prix qui est demandé. Donc je pense honnêtement que il y aura en Roumanie une récession également, qu'on nous affiche des chiffres qui sont trop ambitieux pour cette année. Et notamment, la Roumanie a un déficit de commerce extérieur de 13 000 milliards de dollars à peu près, de 13 milliards d'euros, et qui est assez important par rapport à sa nature économique. Et donc ça va peser sur le taux d'intérêt que demandent les créditeurs pour prêter de l'argent à la Roumanie. Donc la valeur de la signature de la Roumanie. Et ça pèse énormément sur le choix des entrepreneurs internationaux, des investisseurs internationaux de venir ici. C'est pour ça qu'on est dans une période difficile où bouger la fiscalité dans cette période-là de manière violente, de manière assez, sans laisser 1 an, 2 ans pour que le marché s'adapte, c'est prendre le risque déjà dans un pays qui, par rapport à la Bulgarie va probablement rentrer dans l'euro dans les prochaines années, qui est un pays quand même qui n'a pas l'économie roumaine, qui n'a pas les investissements étrangers de la Roumanie, qui n'a pas la population de la Roumanie, qui n'a pas la richesse, je dirais quand même la richesse de la Roumanie. Et la Roumanie, on parle dans 10 ans, 15 ans, parce qu'on n'a pas cette stabilité. Donc revenir sur cette fiscalité de manière récurrente et de manière violente n'aide pas les investisseurs à avoir de la prévisibilité. Et les investisseurs, c'est moins le prix de la fiscalité qui les importe que réellement la prévisibilité. Ils veulent savoir que leur investissement leur coûte tant et que dans 10 ans, ils récupèrent, ils auront. Et aujourd'hui, c'est très difficile de se projeter. Moi-même, je connais beaucoup de Français qui ont des investissements à faire, enfin de Français, d'entrepreneurs aussi, bien évidemment de locaux et internationaux, qui décalent leurs investissements, qui ne veulent pas les faire. La stabilité fiscale a toujours été aussi pour la Roumanie. Aussi pour la Roumanie et pour les investisseurs. Trop dépendante aussi des volontés politiques et des intérêts à court terme. Ouais. Pour revenir sur les ressources humaines, comment vous jugez les jeunes Roumains qui arrivent sur le marché du travail? J'entends souvent que les responsables de ressources humaines se plaignent de leur manque de confiance en eux, de leur manque de motivation. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est assez dur de qualifier les jeunes Roumains. Il y a énormément d'écoles qui sont des fabriques à diplômes, énormément. Excusez-moi du terme, il y a des écoles qui sont encore des fabriques à diplômes où on paye quelque chose, on obtient un master, mais on n'a pas de vocation, de passion particulière pour ce métier, on n'a pas la résilience qu'il faut pour l'apprendre quelques années et devenir manager. La vraie question du marché, c'est beaucoup veulent être spécialistes. Dans le métier d'expert, il y a une adaptabilité sur le marché, la possibilité de se vendre où on veut, un rapport au capital qui est différent dans la position de manager de proximité. Donc beaucoup d'entre eux, dans cette nouvelle génération, ne veulent pas devenir manager. Ou en tout cas sur un titre, mais pas dans la réalité. La délégation nécessite... Pourquoi ils ne veulent pas devenir manager ? Les managers sur le marché sont souvent payés le même prix que les spécialistes en divers domaines. Donc il n'y a pas un plus de salaire qui est significatif. Le manager, c'est celui qui arrive avant les autres, qui part après les autres, qui prend la responsabilité. Je pense que ça, c'est un grand principe, la responsabilité. L'idée de répondre de son environnement de travail est quelque chose de positif. Positif dans divers milieux, mais le milieu militaire, dans l'économie, dans le milieu familial, on voit que de répondre de ce qu'on fait. Et ça, c'est un petit peu frustrant pour la génération moderne, qui a aujourd'hui 25 ans, et pour qui c'est très difficile.
à avoir cette responsabilité personnelle. Je pense que ça vient du fait que on ne les a pas tenus responsables très tôt de certaines choses, en disant c'est aussi à toi de participer à ça, c'est aussi à toi. On a des personnes qui avaient des besoins, et on le voit très bien dans les familles, c'est souvent l'enfant aujourd'hui qui mène la famille, et puis les parents qui mènent le rythme de la famille, la planification. Tout est autour de l'enfant, son besoin, l'immédiateté. Notamment en Roumanie. En Roumanie, il y a une éducation qui est de ce style-là. J'ai moi-même un petit garçon et je sais un petit peu ce qu'il en est. Il a à peu près tout ce qu'il désire. Quand il désire, il a sans arrêt... On ne le laisse pas arbitrer. L'arbitrage, je pense que c'est une grande chose de la vie, on ne le laisse pas arbitrer. Et je pense que cette nouvelle génération, juste pour donner un conseil, elle a besoin d'être cadrée, elle cherche des leaders. Elle cherche un adulte qui va faire un arbitrage sain, juste et correct sur des choses, parce qu'il n'est pas forcément partie prenante. Et donc, elle serait d'accord d'avoir un deal avec un leadership au-dessus, mais elle voit la société des grandes entreprises comme des lieux très normés qui leur empêchent d'être libres, comme des lieux. Elle voit des rapports d'intérêt dans tout, et je pense que ça ne l'aide pas non plus. Donc une performance difficile, un trajet, beaucoup de changements d'entreprise avant d'arriver dans quelque chose qui nous plaît. C'est notre rôle, à mon avis, en tant qu'avec une certaine expérience professionnelle, de les aider, d'en donner une trajectoire et de cibler chez eux. Quand on a tout en face de soi, on finit par plus savoir ce qu'on veut. On finit par plus savoir ce qu'on est. Et je pense que c'est à nous aussi de les aider. Ça nous arrive à nous aussi, hein, les adultes, enfin ceux qui sont plus âgés, d'être un peu perdus face à ce foisonnement d'informations. Alors, vous disiez que le marché du travail était tendu. Qu'en est-il de l'émigration qui est constante, hein, de la force du travail en Roumanie? Quel est votre pronostic à moyen terme? Est-ce qu'il va toujours avoir une émigration constante? Et verra-t-on enfin l'arrivée d'Européens de l'Ouest, davantage de petites et moyennes entreprises, notamment, je pense, petites et moyennes entreprises françaises, ou des experts, des travailleurs qui d'Europe de l'Ouest, toutes nationalités confondues, qui vont enfin regarder vers la Roumanie. C'est déjà le cas, mais c'est quand même... C'est faible. C'est vrai, il manque un déclencheur. Ouais. Il manque un déclencheur, c'est vrai. Je pense que la Roumanie va être ouverte à toutes les zones du monde, y compris des zones occidentales, qui va venir, pas pour des raisons de fiscalité, mais parce que l'Europe va s'harmoniser, les mobilités. Les nouvelles populations, l'âge moyen dans les entreprises, en tout cas, devient aujourd'hui plus sur des générations plus adaptables que la génération avant, qui était basée sur des valeurs régionales. Beaucoup de personnes de 30-40 aujourd'hui ou un peu plus jeunes se sentent européens, parlent plusieurs langues, sont souvent mariés. Donc ces personnes-là ne voient pas la Roumanie, la France, ça voient des zones économiques et se sentent bien à Bucarest. C'est une très très belle ville. Bon, je ne parle pas d'autres villes en Roumanie qui sont aussi très, très, très accueillantes. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir dans ces pays, donc la Roumanie va en bénéficier. Énormément de main-d'œuvre asiatique ou africaine, ou enfin en tout cas... On le voit déjà sur les 2 dernières années, c'est assez frappant. Il suffit d'aller au mall, vous voyez énormément de personnes qu'on ne voyait pas il y a 15 ans en Roumanie, pas du tout, dans ces rapports-là. Et ça va s'accentuer pour pouvoir... Ça, c'est une bonne chose. Je vous pose la question, c'est une bonne chose qu'il y ait toujours plus de gens de très loin qui viennent, mais c'est dû aussi parce qu'il y a une déstabilisation du marché du travail, c'est ce que vous disiez. Oui, je pense qu'on a eu la même chose en France à une certaine époque où ces perspectives, en tout cas l'équation économique en Roumanie était beaucoup plus favorable à des populations comme ça qui cherchent un travail, une stabilité, une capitalisation plus grande que ce qu'ils ont chez eux et qui viennent et qui finissent par rester et continuer à être dans le paysage économique. Je pense que c'est bien, ça crée en tout cas une offre, ça permet à avoir de la croissance dans des moments qui ne le sont pas. Et je pense que le rêve de dire que nos enfants prendront tous ces emplois est un rêve, puisque on voit énormément malheureusement de Roumains partir de Roumanie, ça continue. Il y a un appel d'air très fort de Londres, Paris, Bruxelles. Toujours? Est-ce qu'il est aussi fort qu'avant? Il est fort. Beaucoup de Roumains partent, beaucoup de jeunes partent. Et ils restent dans les mentalités. Je vois les jeunes de 18 ans qui partent, ou un peu plus tard après le master, sont encore éduqués par leurs parents qui leur disent « Non, mais va là-bas, tu gagnes plus d'argent ». Il faut savoir qu'à la sortie d'école ici, des jeunes de lycée, du bac,
certains jeunes partent dans des universités ou dans des grandes écoles, dans les villes que je vais citer en Occident, et qu'une fois qu'on est là-bas, on acquiert des valeurs, des grilles de salaire. On vit sa vie en relatif quand on est jeune. On a du mal à avoir un rapport absolu avec les choses. Et relativement aux autres jeunes, ben, les boulots qu'on trouve qui correspondent à nos critères sont plutôt dans ces milieux-là. Donc peu reviennent. Ceux qui reviennent sont ceux qui ont une rupture dans une carrière, ont en tout cas une personnalité qui fait une opposition forte à un milieu normé, et qui se posent des questions et qui se disent finalement, froidement, la Roumanie c'est bien, on peut faire de l'entrepreneuriat, il y a un tissu local d'étrangers qui vous accueille, il y a énormément de domaines dans lesquels la Roumanie, comme vous le mentionnez, aura une croissance quand même assez forte. Conjoncturellement, ça va être difficile, mais sur le long terme, ça va continuer à monter. Et puis, je pense que c'est un pays qui va rester attractif l'agriculture devient un sujet très sensible, on le sent. Pas de manière juste conjoncturelle. L'énergie devient un sujet très sensible. La Roumanie est présente dans ce sujet-là. La qualité de vie en Roumanie, en tout cas pour certaines personnes, la liberté, je pense que le rapport à la liberté individuelle est assez grand. Alors, il y a des problèmes politiques dont vous parliez qui constamment reviennent sur le tapis, des difficultés de cohabitation, de partage du pouvoir, des difficultés de mise en place des mesures nécessaires à la modernisation de certaines choses qui n'arrivent jamais ou qui sont souvent décalées. Mais les fonds européens vont dans le bon sens, je pense, même si il y a des difficultés d'implémentation, on en parlera. Mais je pense que la Roumanie a un atout, sera un pays très attractif pour les prochaines années, c'est mon avis. Donc je pense que d'investir maintenant, quand les choses ne sont pas encore si chères, quand c'est un bon momentum. Je pense que c'est toujours un bon momentum d'investir. C'est toujours pareil, il y a des moments. Même si dans cette période d'inflation, vous dites pourquoi pas. Oui, moi je pense que la Roumanie reste encore largement moins chère que de nombreuses zones. Il y a une ouverture à la modernisation qui existe. Il y a simplement des écosystèmes qui l'en empêchent. Et je pense que ces écosystèmes déclinent fortement et vont mourir un jour, ou vont se perdre un peu le pouvoir. Et souvent, on ne les voit pas arriver jusqu'au moment où ça arrive. C'est-à-dire que ça se déclenche, c'est comme quand vous parlez de la vieillesse ou des choses, on voit des moments de vieillesse. On ne se voit pas vieillir. Là, c'est pareil. Je pense qu'il y a des moments où la Roumanie aura quelque chose à jouer. Je regrette, juste pour finir sur cette question, je regrette le manque de stratégie politique. Il y a un manque de stratégie politique évident. Je regrette le milieu entrepreneurial est fort. Hein. Je peux en parler de la Chambre de commerce française ou américaine ou d'autres qui font des gros efforts pour que le tissu économique soit fluide, pour que les entrepreneurs roumains. Vous avez dû voir la quantité de personnes qui ont aujourd'hui une éducation financière en Roumanie. Il y a 10 ans, 15 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs roumains qui se sont adaptés à ce capitalisme, l'ont fait leur et se débrouillent très très bien. Ils sont des gens avec des bonnes valeurs qui vendent aussi des produits à l'international. Donc c'est appréciable. Je lis sur l'un des sites officiels des autorités roumaines que la loi de protection des personnes avec un handicap datant de 2006 a été améliorée en 2020. Les dispositions légales sont-elles selon vous désormais suffisantes? Que faudrait-il ajouter à cette législation pour que ces personnes-là soient mieux intégrées? Je suppose que dans votre domaine, dans votre société, vous êtes face à ce genre de problématique. Nous, chez HRS, en fait, la société que je représente, nous sommes 50 experts dans ce domaine-là. Et on travaille énormément en économie sociale et solidaire, donc sur ces populations vulnérables. On implémente en ce moment 12 projets européens dans des zones, il y a 42 départements en Roumanie, il y en a 20 qui sont en situation de développement. Et donc sur ces zones particulières. Donc je connais très bien ce sujet. Vous parlez vous les regroupez dans populations vulnérables, des handicapés, et puis ceux qui ont vraiment pas de moyens, pas de... J'aime pas trop parler de terme parce que le terme réduit à une condition. D'accord. Alors qu'on parle de vulnérabilité par rapport à certaines personnes. On passera tous par des vulnérabilités dans son existence et par le fait que le marché de l'offre et de la demande ne nous mettra pas comme des champions, en fait. Ça arrive. Et notre but, dans les sociétés comme la nôtre, c'est de ramener les personnes, de décourter cette distance-là. L'idée, par rapport à cette loi sur le handicap, elle a toujours existé depuis 2006 en Roumanie jusqu'en 2017. Elle a été abrogée parce que, malheureusement, l'État avait besoin de sous en 2017 et a considéré que le fait que des structures intermédiaires, donc
puisse prendre le relais, comme il existe dans la plupart des sociétés, des économies sociales et solidaires en France, des Shetland Enterprise en UK, puisse prendre le relais d'employer des personnes avec handicap pour pouvoir délivrer des services et des produits, et que le client final ne voit pas le handicap, mais voit le produit final. Et donc lui puisse participer à cette économie sociale et solidaire sans avoir la lourdeur de créer la sustainabilité de l'emploi, tout ça. C'était quelque chose de bien. Ça a été supprimé pendant 3 ans, ce qui est regrettable encore, puisqu'il y avait plus de 3 000 personnes avec handicap qui ont été licenciées du jour au lendemain en 2017, et c'est revenu en 2020. Alors en 2020, l'État a dit on veut que la moitié de la taxe avec handicap reste à l'État et la moitié puisse être utilisée pour créer un écosystème favorable pour les personnes avec handicap. En sachant que la moitié de cette taxe qui va à l'État ne revient pas dans les sociétés pour aider l'implémentation. C'est une taxe qui est collectée comme le reste. Alors que théoriquement, c'est un fonds qui est utilisé pour les personnes avec handicap. Donc c'est une taxe qui ne va pas... Ah oui, on ne sait pas exactement... On a demandé le centre comment l'argent est distribué, d'accord. Exactement. Donc l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on taxe les entreprises? C'est parce qu'on leur dit, il faut que parmi votre emploi, puisque vous êtes une machine économique qui produit de la sustainabilité, de la compétitivité, il faut que vous ayez des ressources, pas que les ressources les plus compétitives. C'est trop facile. On prend les ressources les plus compétitives, on les rend plus compétitives. On va se retrouver avec un marché du travail avec des personnes qui ont 5 offres d'emploi en permanence et des personnes qui n'en ont jamais une. Et donc on dit, il faut qu'à hauteur d'un pourcentage, vous employez des personnes vulnérables ou des personnes avec handicap. Ce que les entreprises ont du mal à faire parce que leur milieu est un milieu avec un seul critère. Comme la société moderne. Croissance. Il y a un seul critère, croissance économique. Comme si la richesse de l'humanité, ça n'était que cette croissance-là. Les entreprises, c'est pareil. Il faut croissance, il faut des dividendes, il n'y a que quelques critères purement économiques. Comment prendre un milieu et dire, mon critère de progrès, ça n'est que la compétitivité, et prendre des ressources moins compétitives pour investir. Je prends du coup le risque et le poids je pars un peu en arrière avec une dizaine de mètres par rapport aux autres, mais qui va me payer ça? Donc l'État prend en charge ça et ainsi de suite. Donc cette loi, elle est partielle aujourd'hui, c'est la moitié qui est prise en charge, mais elle existe. J'invite toutes les personnes qui veulent se renseigner sur ces sujets-là et que je connais assez bien à venir nous voir pour en discuter, parce que je peux leur présenter. Et on travaille notamment avec énormément de personnes avec handicap pour faire des services et des produits qui aident ce milieu-là. Une deuxième chose intéressante, c'est que le budget de l'État, qui est à peu près de 16% du PIB de tête, n'est pas la propriété de l'État, c'est la propriété de tous. L'État, il est juste gestionnaire de ça. Et il a l'obligation de le gérer en toute transparence, de le gérer en fonction de l'offre. Et dans ce budget-là, il existe en France et dans d'autres zones, en Allemagne, des heures de travail qui peuvent être faites par des groupes défavorisés, ce qui n'existe pas en Roumanie sur les appels d'offres publics. Donc une obligation de co-travailler avec ce milieu d'économie sociale et solidaire. On essaye de le mettre en place depuis longtemps et ça a toujours été refusé, ça a toujours été mis de côté. Et ce serait quelque chose d'extrêmement positif. Un appel d'offres public, c'est un acteur compétitif qui, dans un moment de rencontre des planètes, peut donner une prestation la meilleure par rapport à un marché transparent et ouvert, mais en s'associant avec un acteur coopératif qui n'est pas le plus compétitif, mais qui va transférer de cette compétitivité vers cet acteur. Pour avoir un consortium qui, à un moment donné, dans le capitalisme, produit une offre qui n'est pas la plus compétitive, peut-être, mais la meilleure pour la société, pour la durabilité. D'un autre côté, il y a quand même une législation qui est favorable aux organisations non lucratives, non gouvernementales, avec des fonds qui peuvent être non fiscalisés. Donc ça, il y a quand même des choses qui sont faites, non? Oui, alors pour le milieu associatif, effectivement, qui n'est pas qu'un milieu, l'insertion professionnelle, c'est juste une branche de ce milieu associatif. Il existe effectivement la possibilité à des personnes physiques de redistribuer une partie de leurs impôts vers ces associations. Je trouve très bien. C'est pas à la hauteur de ce qu'on a dans d'autres pays, mais c'est déjà sensible. 3,5% de tête pour les personnes physiques. Et les personnes juridiques peuvent le faire également. Et je les invite... De 20%. De 20% de l'impôt sur le profit, ce qui est très significatif. Exactement. Et j'invite évidemment toutes les sociétés à le faire, puisque l'État n'est pas capable de faire un certain nombre de missions opérationnelles de réinsertion dans l'emploi. Pôle emploi en France, que je connais assez bien, par exemple, est devenu quelque part une caisse enregistreuse des personnes qui viennent s'inscrire et se désinscrire. On le voit très bien. C'est très difficile de faire sortir
un fonctionnaire public de son bureau, le faire aller rencontrer des personnes et lui dire tu vas être au four et au moulin, tu vas t'occuper d'administratif et tu vas être aussi le gars super opérationnel qui va réinsérer dans l'emploi des personnes. Donc ce sont des missions différentes. Soit l'État se dit je sais manager ce type de mission, j'embauche des personnes, je les mets à disposition du marché, soit mon modèle d'échelle, de valorisation des personnes, ainsi de suite, mon modèle ne satisfait pas ça et j'ai des partenaires privés. Et c'est ce que font notamment les fonds européens. Je vais vous reparler de votre dernière question. Eh bien, on en parle dès maintenant. Comment ça se passe dans le domaine notamment des ressources humaines, ces fonds européens? Est-ce que leur absorption est meilleure? On a souvent été le problème jusqu'à présent. Quelle est la situation? Alors, on a peu appris quand même. On a appris par rapport au programme 2007-2014, dans le 2013 par rapport au programme 2014-2020, dans le sens où l'absorption est meilleure. Ça, c'est clair. La contractualisation initiale de façon générale. Exactement. La contractualisation initiale de tous les programmes a été bien supérieure. Donc, on a appris qu'il fallait contracter beaucoup de projets pour avoir une certaine absorption qui était meilleure. La gestion financière est meilleure. Ils ont fait des procédures par rapport au remboursement. C'est qu'on a un cofinancement dans les projets européens. Il y a beaucoup de trésorerie à avoir pour les sociétés qui croient toujours qu'il y a des fonds qui viennent. Non, on dépense de l'argent, on justifie que toutes ces dépenses sont correctes par rapport à un projet qui a été approuvé, on demande de remboursement et on est remboursé par cofinancement. Il peut se passer un délai assez fort dans les remboursements, donc il faut que les sociétés soient solides. Notamment dans une période comme celle-ci où le rebord va être à 7% et où la valeur de l'argent monte par rapport à tous les actifs. Excusez-moi, mais il n'y a pas de fonds européens qu'on obtient tout simplement par présentation de projet? Ou alors c'est d'abord... C'est une minorité des projets. Il y a des fonds européens, par exemple, même le Startup Nation, vous savez, les fonds roumains, qui ne sont pas européens mais les fonds nationaux. Ce sont des fonds, normalement, où il y avait un partenariat avec des banques pour que les banques puissent payer. L'État prenait le taux d'intérêt du prêt à l'entrepreneur, qui lui ne payait pas ça, et pouvait avoir les dépenses sur ces 40 000 euros de projet à peu près, en attendant qu'il fasse un dossier final, qui soit demandé à l'État, qui soit remboursé peut-être à 6 mois, à 8 mois, à 12 mois. Mais l'État s'est désengagé en cours de route. Les banques se sont désengagées en cours de route de ce process parce que ça n'a pas été très, très bien fait, très transparent, il y a eu des critères. Et donc après, on a fini par retrouver quelques projets à vendre, des personnes qui ne savaient pas comment sortir. Donc les fonds européens, ça c'est très important, il faut voir avec des personnes qui connaissent. C'est un monde à part entière. Les achats publics, la partie communication, c'est vraiment très compliqué. On parle de quelque chose de très administratif. Donc il ne faut pas sous-estimer cette partie-là. Il faut dire aussi qu'il y a des experts qui peuvent s'en charger parce que c'est ça le problème, le manque d'absorption des fonds, c'est parce qu'on pense peut-être trop souvent que c'est administrativement très lourd, mais on peut s'y attaquer. C'est tout à fait vrai. Exactement. Il y a plein d'experts sur le marché qui peuvent aider. Le manque d'absorption aujourd'hui, il est plus sur le fait que des acteurs gagnent des contrats et ne vont pas au bout. Aujourd'hui, ne dépensent pas tout l'argent qui est dessus. Donc, ils ont été contractés, par exemple, sur des projets. Ils dépensent que 70% de la somme. Et à la fin du programme, là, on est en fin de programme, ils se libèrent énormément de fonds. Ces fonds vont être utilisés sur des lignes de financement, par exemple, et vis-à-vis des critères de sociétaux qui datent de 8-10 ans. Ils ne sont pas en rapport avec le chômage actuel, avec les obligations actuelles, souvent. Donc, c'est un peu difficile. Moi, je pense à une population sur laquelle on travaille énormément, là, elle a été évaluée à près d'1 million et en fait, il n'y en a pas plus de 400 000 en Roumanie. Donc, ils ont contractualisé énormément de structures privées pour aller vers ces populations. Et on se bat littéralement pour ce groupe cible. Donc, il y a un décalage. L'Europe est un grand mécanisme avec des décisions qui se prennent à l'unanimité à des périodes cycliques 8-10 ans. Et c'est très difficile après de revoir les choses. Ce que je reproche un petit peu, c'est que c'est assez difficile de faire des actes additionnels sur les projets européens. Je pense vraiment qu'on devrait avoir des officiers de projets qui suivent les projets, qui sont plus ouverts pour des actes additionnels, parce que la situation change, parce que le rebord était à 0 à 1, il est à 7, parce qu'il y a des choses qui se passent dans les plannings qui sont différents. Vous voyez très bien, il y a des fois des achats qu'il faut faire, et on ne trouve pas un fournisseur qui nous fournit ce tracteur avant 12 mois. Or, on doit le payer en stock. Donc on ne trouve pas, tout simplement. Donc il faudrait que sur les lois européennes, et il y a un problème de prise de responsabilité des personnes qui disent « Ah non, le guide est écrit comme ça, moi je ne peux pas changer ». Et l'entrepreneur se retrouve un petit peu avec une difficulté. D'où, comme vous disiez, il y a des personnes spécialisées qui savent discuter avec les bons acteurs pour trouver des solutions pratiques à ces choses-là. Oui.
Stéphane Moret, on va terminer en parlant d'autre chose, et puis ça va bien amener cette période estivale hein, qui s'annonce, enfin qui est déjà là pour certains. Vous m'avez dit, en préparant cette émission, que cela fait plus de 30 ans que vous écrivez, et notamment des aphorismes et des poèmes. Alors j'aimerais que vous nous en parliez. Et d'abord, ce besoin, il est venu comment? Moi, j'écris depuis 30 ans, en effet. Je suis un amoureux de poésie néoclassique. J'ai toujours aimé la poésie depuis la Pléiade. Je trouve que c'est quelque chose, la poésie, qui devrait être dans notre vie journalière, qui est une distance avec le monde qu'on a, qui est extrêmement positive, qui nous rapproche de l'intimité des choses, qu'on finit par oublier. On a énormément de choses sous nos yeux toute la journée. On voit que ces réseaux sociaux nous manipulent un petit peu pour nous amener dans toutes les directions possibles. Donc on a le choix de tout et surtout la présence de rien. Et donc, ce que je trouve que cette poésie-là... Déjà, c'est un bel aphorisme, le choix de tout et la présence de rien. Ouais. Il est venu comme ça, tout seul. Il est venu comme ça, exactement. Mais c'est important, ce rapport à cette vacuité qui nous habite, à la nature des sentiments qui parfois nous contraignent, ou parfois nous font meilleurs. Parfois. Et ce sentimentalisme, qui est cette philosophie que pouvait avoir quelqu'un comme Albert Camus, ou quelqu'un comme qui écrit Le Petit Prince, Saint-Exupéry. Je la trouve très belle pour ce siècle, de dire, face à la normalisation totale de la société, face au fait qu'il est très difficile d'être autre chose que quelque chose de fonctionnel. Très tôt, on est fonctionnalisé, notamment par les nouvelles applications que nos enfants ont, qui mettent des codes et des règles sur toutes les choses. Il est très difficile de vivre de manière absolue. Donc on vit de manière relative par rapport à des normes et des codes, et on finit par étouffer. L'être humain se sent dépossédé de sa liberté d'être ce qu'il est. Il en faut du courage pour être ce qu'on est. Il se sent dépossédé de son humanité vis-à-vis des autres. Le temps nécessaire à l'expression de cette humanité, du temps, du rapport à l'autre qu'on devrait avoir pour le comprendre, l'empathie. Aujourd'hui, c'est vu dans un milieu normé comme des défauts. C'est vu comme des choses qui nous empêchent d'être compétitifs, d'être les meilleurs. Et dans cette quantité qui nous emporte, moi je trouve que la poésie, c'est ce retour à quelques mots qui sont puissants, qui sont posés, qui résonnent en nous avec des choses belles de notre existence, comme notre enfance, là où on n'était pas supposé être quelque chose, là où on était simplement là où on était, avec nos douleurs, nos souffrances, qui sont des moments de chute très beaux aussi, où on est obligé d'être un petit peu nu, par rapport à la vie où il faut toujours être arborer quelque chose, avoir une posture, avoir un masque. Et donc j'écris depuis que j'ai 8 ans, j'ai écrit peut-être 1 millier de poèmes, plutôt des poèmes classiques en octosyllabes, décasyllabes et alexandrins. J'aime beaucoup la figure poétique, j'aime le symbolisme, et je vais publier cette année un recueil, donc un premier recueil sur le sentiment. Le sentiment est quelque chose qui me passionne. Qui s'intitulera, le recueil Les Métamorphoses, comme celle d'Ovide, les Métamorphoses. Et sur le sentiment, donc c'est un recueil en 3 chapitres de poésie, de 150 poèmes. Le premier paraîtra en septembre. Et j'invite tout le monde à retourner vers ce chemin poétique qui nous mène... Vous me disiez, pardon, excusez-moi, je vous coupe, en préparation de cette émission, que précisément vous revendiquez un chemin poétique classique, ou vous l'appelez néoclassique, en contraste avec des écrits, que ce soit de la prose ou de la poésie aujourd'hui, qui sont souvent trop une représentation de la société dans laquelle on vit, où il y a des choses très disruptives, excusez-moi de cet anglicisme, et qui ne pensent pas suffisamment à la continuité, où tout est très saccadé. Hein, c'est ce que vous me disiez en préparation de cette émission. Oui, je pense qu'on vit l'époque du développement personnel. J'aime le coaching personnellement, je suis DRH de formation, donc, mais on vit l'époque du développement personnel. Je pense que 50% des bouquins qui sont vendus sont de la paraphilosophie, parapsychologie, sont une accessibilité forcée et contrainte avec un vocabulaire parfois abscon, de notions qui sont plus grandes. Et je pense qu'on parle trop peu du rapport de l'homme absolu à lui-même, singulier à ce qu'il est. Personne ne vous ressemble, personne ne me ressemble, et on a un rapport à la nature extérieure et intérieure qui est le nôtre. C'est la différence entre la valeur et le prix. On connaît, comme disait Oscar Wilde, le prix de tout et la valeur de rien. Le prix est fixé par d'autres pour nous dire ce qu'on doit valoriser.
Et la valeur, Cela est fait pour s'adapter à la société moderne. Et la poésie, ça permet de retourner à l'intime des choses. Comme disait, je ne sais plus qui disait, un poète, il existe un autre monde, mais il est dans celui-ci. Et c'est Éluard, je crois. Et donc, ce monde-là, il est dans l'intimité des choses. Victor Hugo l'avait bien dit sur la poésie. Et la poésie, très honnêtement, c'est un chemin honnête, sincère, beau, duquel il ressort tout simplement soi-même. Donc c'est ce qu'on peut trouver dans les arts majeurs, je trouve, dans leur construction. C'est pour ça que je suis passionné. Les arts majeurs nécessitent une initiation. La prosodie poétique en était une. Aujourd'hui, la poésie est vue et mal comprise parce qu'elle n'est pas définie, tout simplement. Personne ne vient pour nous dire, voilà, ça. Et peu de gens lisent du classique. Précisément parce qu'elle est pas... alors on n'enseigne pas les quelques règles qui permettent d'entrer dans la poésie. Elle est tout de suite vue comme quelque chose d'abscon et donc elle fait peur un petit peu, alors que quand on connaît certaines règles, eh bien, on peut y rentrer plus facilement. Tout à fait. C'est passionnant comme la langue française était riche, c'est passionnant comme on peut transfigurer des sentiments, des paraboles, des choses. Il y a énormément de poésie dans les œuvres religieuses que les personnes lisaient. Moi, j'invite tous les lecteurs à reprendre Molière. On fêtait son anniversaire il y a quelque temps. C'était tellement bien écrit, tellement beau, les images étaient tellement belles. Et aujourd'hui, la poésie est une poésie un peu descriptive, un peu stridente, je la trouve. Elle n'est que le reflet. Le lecteur ne veut plus voir que son propre miroir. Il est là pour se voir lui-même. Et d'ailleurs, dans un débat d'idées, il est là pour chercher une opinion qui serait la sienne. Donc il a du mal à s'élever au niveau d'une idée, c'est-à-dire embrasser une autre perspective que la sienne, pour pouvoir voir quelque chose qu'il ne voyait pas avant. C'est très difficile, hein. Comme disait Schopenhauer, la distance de la vie est souvent la distance de sa propre vue. Et on vit cette époque-là qui est un peu particulière. Toujours relative, en fait. Ouais, qui est toujours relative, où moi je trouve la bonté, la poésie, l'humanité se cache un petit peu. Il existe des écosystèmes poétiques ou des écosystèmes intellectuels, ou sans être pompeux, parce que je pense que l'intellectuel est la personne normalement la plus simple et la plus directe aux choses, et justement celle qui essaye de se masquer, se présenter comme autre chose, c'est précisément ce qui ne l'est pas. Mais on vit cette époque-là, donc il faudrait à mon avis des personnes qui, d'une manière très sincère et très belle, puissent dire la puissance, la beauté, la réalité, la profondeur d'une existence, la légèreté d'une existence, comme disait Kundera, et qu'on devrait l'entendre plus quotidiennement, parce que les jours se ressemblant tous, on finit par se perdre. Sylvain Tesson, on disait, j'aime beaucoup Sylvain Tesson, philosophe, explorateur, écrivain, il disait que ce n'est pas important la quantité de jours, comme pendant le Covid, on disait. On a voulu prolonger les jours, on faisait des comparaisons. Est-ce que c'est bien de mourir à 85 ans, à 79 ans, mais les autres, mais qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal? C'est la beauté qui compte, des instants. Et pour en voir la beauté, il faut être dans l'instant. Il ne faut pas être un véhicule qui ne peut être dans l'instant. C'est ce que je pourrais reprocher à l'époque que l'on vit et qu'on expérimente. Est-ce qu'il faut avoir souffert pour écrire? Oui, je pense que la souffrance, je demande toujours aux candidats, qu'avez-vous souffert? On dit aux candidats... Quand je fais du recrutement, je demande toujours où sont vos souffrances? Où sont vos rebonds? Où sont vos contraintes? Où sont les choses que vous avez? Où sont vos révoltes? Comme disait Camus. Parce que dans cette souffrance, il y a une humilité contrainte et forcée. Il y a tout d'un coup un rapport au monde absolu. Les choses qui nous contraignent et qui nous rendent misérables s'évacuent et on se dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que moi dans cette position-là? Et c'est ça qui est bien, c'est ce que disait dans le mythe de Sisyphe Camus, on est avec la pierre en bas, on a l'impression que tout le prisme de ce qu'on est, de ce qu'on voit, c'est la perspective de cette souffrance, à ce moment précis, alors que c'est bien autre chose. Et je pense qu'on peut faire un virage. La vitesse n'est pas importante dans l'existence, c'est la direction. Ce virage, non? Il est quand même assez nécessaire. C'est nécessaire. Mais qu'est-ce que la souffrance que faire ce virage? Qu'est-ce qui pourrait... Le bonheur est malheureusement... c'est beau le bonheur si on en parle, mais les plaisirs, par exemple, qui se succèdent et qu'on essaye d'avoir de manière... comme des drogués parfois. La nécessité du plaisir. Lui, il nous empêche d'avoir une autre perspective que la nôtre. Il nous fait... Contraint, ouais. Nous contraint. Alors que
La souffrance est quelque chose de beau. Ce sont nos stigmates, ce sont nos cicatrices, ce sont tout ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut à ce moment-là comprendre, au moment où elle arrive. Et c'est très difficile, on la vit, on ne peut pas la comprendre, on la vit. Donc après, c'est toujours bien, on dit qu'un ami, c'est quelqu'un qui nous rappelle qui on est. Et je pense que dans la poésie, des poètes classiques, moi je n'ai pas de relation autant par rapport au XVIIIe siècle, au XVIe siècle. Ce que je vois, ce sont des frères ou des gens ou des âmes qui sont plus proches de moi que mon voisin de palier. Sont des personnes qui ont écrit un sentiment qui m'habite, qui est beaucoup plus proche et absolu que mon voisin de palier. Donc le temps, l'espace disparaît. On voit les âmes comme... et je trouve que c'est très... Ça nous guérit profondément de toutes les difficultés qu'on va avoir à mener dans cette vie moderne. Puisqu'on va avoir des écueils nombreux, on va avoir des douleurs, on va avoir à connaître l'abandon, la trahison, on va avoir à connaître le regret, on va avoir à connaître... Et donc, il y a deux façons. Soit on essaye sans arrêt de multiplier les expériences en disant « je vais aller partout, je vais tout faire, on va courir après une chimère » en se cherchant soi-même et en ne se trouvant pas. Ou alors on va embrasser les joies de l'immobilisme, qui est cette relation absolue qu'on peut avoir avec les choses, qui existait à l'époque dans la foi, mais la nouvelle génération ne l'embrasse pas de la même façon. On ne lui l'explique pas aussi de la bonne façon. Qui a existé dans les arts, dans l'artiste qui nous montrait quelque chose du doigt quand même. La nature, là, qui revient en force hein, quand même, hein, on le ressent. Hein, ça c'est une très belle chose, c'est ce que vous avez dit, le rapport à la nature. La nature, elle est à l'extérieur, mais elle est aussi en nous. Mais on ne peut pas la regarder en nous, il faut la regarder à l'extérieur et on voit que ça résonne. Mais cette nature-là, malheureusement, elle est contrainte hein, par la société moderne, qui l'empêche beaucoup. On voit très bien qu'il y a beaucoup de choses. La foi a tendance à mourir dans ce monde qui veut tout contrôler. L'art, tel que je le vois, a tendance à être affecté, majeur, comme vous dites. À devenir, exactement, à être dans des musées, mais à être nulle part ailleurs. Et la nature qui a tendance à être assez contrainte. Et je pense que les jeunes ont besoin qu'on leur dise des choses qui les apaisent. Ils sont très stressés. Ils sont dans des conflits d'intérêts permanents entre leur développement nécessaire et obligatoire dans une vie relative vis-à-vis de leurs collègues qui ont plus, qui ont machin, qui réussissent. Et je pense que ces personnes-là ont besoin d'être aidées, ont besoin d'être soutenues. Tout à fait, oui. Stéphane Meuret, merci. Et puis d'avoir terminé cet entretien sur ces notes poétiques différentes du début de l'entretien. Donc je vous remercie pour votre éclectisme. Je pense que les auditeurs l'auront beaucoup apprécié. Merci d'avoir été notre dernier invité pour le micro du soir qui reprend, chers auditeurs, en septembre. Alors, pour terminer, je voudrais remercier ceux qui sont derrière la vitre dans le studio, Vlad, Amédéo et Mircea, qui s'occupent du son et qui s'en occupent très bien. Donc, merci à eux. Et puis, j'aimerais terminer quand même sur un petit message de sécurité routière. Vous savez que je vous informe de temps en temps, en tout cas, je vous dis d'être très prudent sur les routes. La Roumanie est le pays qui a les routes les plus meurtrières de l'Union européenne et c'est particulièrement vrai au mois d'août. Donc s'il vous plaît, soyez très 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 prudents si vous prenez la voiture en Roumanie. Voilà. Vă dorim o vară plăcută și ne vedem în septembrie. Mulțumesc frumos, pe curând, à bientôt, au revoir.